Bukavu. L'image même de la sérénité et du confort, le temps avait effacé les mauvais souvenirs, les cauchemars de la terreur politique sur le régime de Kachamura. Le Kivu avait repris peu à peu son souffle économique, la population européenne avait augmenté. Le vide des magasins s'était comblé peu à peu, mais la fragilité des gouvernements provinciaux devait engendrer ce que l'on appelle aujourd'hui la rébellion mouléliste. Cette fois, la menace est sérieuse. Les partisans de Pierre Moulélé se sont organisés. Le Kwilu n'était qu'une répétition générale. Au Kivu, si ce n'est pas encore la révolution, c'est un peu plus qu'une révolte. Point d'appui, Uvira, où les moulélistes ont créé la République populaire du Kivu. Nous sommes à la mi-juin. Les renforts en hommes et en matériel affluent. Entre Léo, Kamina et Kamembe, l'aérodrome de Bukavu, s'établit un véritable pont aérien. Le commandant en chef de l'armée nationale, le général Mobutu, est décidé. Il veut frapper fort. Les moulélistes ont gagné du terrain. Le prestige de l'ANC est loin d'être intact. Pour sa grande offensive sur Uvira, pour libérer la route et la plaine de la Ruzizi, le général Mobutu veut utiliser tous les moyens. Comme au Vietnam, des T-28 américains, chasseurs armés de roquettes et de mitrailleuses, sont prêts à harceler les convois moulélistes. Les pilotes de ces T-28 sont américains. Pour la plupart, ils ont combattu au Vietnam. Ils n'aiment guère la caméra ni les journalistes. Au camp de Bagira, sur les hauteurs de Bukavu, les soldats du 8e et du 13e bataillon attendent l'ordre de passer à l'attaque. La présence du général Mobutu et la certitude d'un appui aérien stimulent ces hommes dont la volonté de combattre n'est pas des plus fortes. Ils savent que la guérilla, la guerre de brousse, est une sale guerre, difficile à gagner et dont le prix est très élevé. Dernière proclamation du général Mobutu. Vous devez montrer, dit-il aux soldats, que vous n'êtes pas une armée pamba, c'est-à-dire une armée de rien du tout. Vous devez avoir du courage. Vous devez avoir aussi de la discipline pour montrer en Europe que vous êtes capable de maintenir l'ordre et que les casques bleus n'ont rien à faire ici. Les visages sont graves, souvent tendus. Dans quelques heures, il faudra se battre contre un ennemi bien armé, non seulement de machettes, d'arcs et de flèches, mais aussi d'armes automatiques, récupérées à l'ANC. Dernier préparatif, on charge les camions, réquisitionnés car l'ANC a attendu en vain les 60 camions militaires qui devaient arriver de Stanleyville. Bukavu-Uvira, l'objectif final, 128 km. 128 très longs kilomètres. Le lendemain matin, après la première attaque, le général Mobutu et le colonel Mulamba, chef de la région militaire, n'ont trouvé qu'une armée en désordre. Au bord de la mutinerie, l'accrochage avec les moulélistes avait été violent. Le récit fait par les soldats au général est rempli d'horreur. Dans les yeux, la terreur et la panique. En quelques minutes, 40 soldats sont morts, blessés grièvement ou disparus. La bataille de la vallée de la Ruzizi était perdue avant même d'avoir vraiment commencé. Les traits crispés, le général Mobutu joue une partie importante, peut-être sa dernière carte. On fait l'appel. Dans chaque section, dans chaque compagnie, il manque quelques hommes. Pour conjurer le sort, les soldats mettent des brins d'herbe autour du canon de leurs fusils.
Les moulélistes ont leur dawa, leur médicament qui les rend invulnérables. Les soldats de l'ANC croient aussi à la magie. La route jonchée de cadavres. À gauche et à droite, cachés dans les bananiers, les tireurs d'élite moulélistes. Ils voient que le général Mobutu est là et qu'il y a des blancs avec lui. Coup par coup, pour économiser les munitions, les francs-tireurs moulélistes visent le général et essaient de nous atteindre. Sur la route, les jeunesses moulélistes avancent. En chantant, dansant, ivres de chanvre, drogués, ils crient sans cesse pour faire peur aux soldats. Moulez les mailles, vive Moulélé. Pour le général Mobutu, c'est un quitte ou double. Son offensive doit réussir. Il prendra tous les risques, le désordre est à son comble. Les T-28 survolent la plaine et lâchent leurs roquettes. La bataille de la Ruzizi vient de commencer. L'ANC dispose d'une puissance de feu énorme, mais en face, la résistance est très grande. L'enjeu de la bataille, la plaine. Un pont miné suffirait à stopper l'avance de l'ANC. Mobutu lance l'attaque, il faut franchir le pont. Les premiers cadavres moulélistes. Nous avons avancé de quelques mètres. Ces cadavres, les voici, des gosses de 8 à 10 ans. Ils se sont jetés sous les balles des mitrailleuses pour couvrir les francs-tireurs, cachés dans la brousse. Ils avaient confectionné, vous l'avez vu, un semblant d'uniforme, quelques feuilles de bananier. On leur avait dit que les fusils des soldats ne lançaient que de l'eau et que même s'ils tombaient, ils revivraient le lendemain s'ils avaient vraiment la foi dans leur cause. Les morts pour un paradis déjà perdu. Ici, un jeune mouléliste avait fabriqué une petite musette dans laquelle il avait mis une provision de chanvre et de tabac. Il n'avait guère plus de 9 ans. La loi de la brousse est impitoyable pour les uns et pour les autres. La progression est lente, 200 ou 300 mètres. Les soldats ont peur, peur des guerriers embusqués, la machette à la main. Un mot d'ordre aux moulélistes, récupérer les fusils et abattre les chefs. Sous l'impulsion énergique du général Mobutu, les soldats avanceront dans la brousse. Il y aura des corps à corps, des victimes de chaque côté. Le combat va durer 4 heures. On récupère les équipements et quelques armes abandonnées par les soldats de la première vague d'assaut. Un seul fusil. Le général Mobutu et le colonel Moulamba sont inquiets. Ils ne sont pas sûrs. On avance tout de même dans la brousse. La peur au ventre. On achève les blessés. Dans les deux camps, la guerre en brousse est impitoyable. La peur engendre la peur.
Le soir tombe sur le champ de bataille. Cette première journée aura coûté 100 morts des deux côtés. Le lendemain et le surlendemain, on continue, très lentement. Le général Mobutu n'est plus là cette fois. Alors, les soldats ne cachent plus leur peur et les parfois paniquent. Ils progressent tout de même, mais les moulélistes tirent inlassablement, coup par coup, pour ne pas épuiser les munitions. Ils sont là, présents, à gauche, à droite de la route. Dans la plaine, la mort rôde à chaque minute, à chaque tournant. Les moulélistes ont changé de tactique. Les soldats progressent, laissant un vide derrière eux. La brousse n'est pas occupée. Le piège se referme. Les camions avancent en marche arrière pour des raisons que l'on devine. En 3 jours, l'armée nationale aura progressé de 6 kilomètres à peine. Le premier village occupé, il n'en restera rien. Sur une civière, on amène un soldat de l'ANC, le visage déchiqueté à coups de machette. Mêlé aux soldats, nous aussi nous connaissons la peur. Il n'y a pas d'issue possible, nous attendons la contre-attaque mouléliste. Ceci explique cela. Un interrogatoire sur le vif, au combat. Probablement un villageois, un malheureux villageois, perdu dans cette bataille à laquelle il ne comprend rien. Les soldats sont de plus en plus prudents, inquiets. Les moulélistes résistent âprement. Nous sommes près de Camagnola, à 6 kilomètres de notre point de départ. Derrière l'automitrailleuse, c'est la sécurité. Ailleurs, on ne sait pas. Soudain, venus des collines, les balles sifflent à quelques centimètres de nous. On nous vise manifestement. C'est la panique. Ils se sauvent en camion. Un officier tentera de stopper cette fuite en vain. Ce sont les dernières images que nous ayons pu filmer avant de nous mettre à l'abri des balles dans un talus. C'était la débandade. Nous étions seuls sur la route. Il ne nous restait plus qu'à attendre les guerriers et leurs machettes. Il nous semblait que jamais nous ne pourrions vous montrer ce soir ces images. Ce jour-là, nous avons eu de la chance. La bataille de la Ruzizi n'est pas terminée, sauf pour ces prisonniers, vrais ou faux moulélistes. Sikuingia amo lakini walinikamata siku ya 5.
Il est vraiment mouléliste? Non, oui, il dit qu'il est chose, il a participé dans les combats des moulélistes, mais à fond, il n'était pas mouléliste. Il était recruté la nuit du 13 au 14. Il était obligé de combattre Il contre était obligé l'ANC. de combattre contre l'ANC. Et ni fasi kama balikuwa wa mlelisi. Balinifuata. Fasi balikukamatia. Balinikamatia Ruvungi niko na wakimbia na kwenda ngambo ya Burundi. Il dit que lui était arrêté à Luvungi quand il voulait se réfugier vers le Burundi. Donc il s'est rencontré avec le groupe de moulélistes qui l'ont obligé des choses. Et que veulent-ils les moulélistes? Est-ce qu'il le sait? Wamulisi wanapenda nini? Wamulisi? Oui. Wamulera. Wanapenda kitu kanapigania ni kitu gani? Wanasema wanapigania wafanye gouvernement yao. Il dit que les moulélistes se combattent avec les militaires pour pouvoir créer leur propre gouvernement. Donc ils sont contre le gouvernement actuel. Est-ce qu'ils ont peur des soldats? Est-ce que wanawoga waskari? Wale wamlelisi wanawoga waskari? Wanaogopa waskari? Hawaogope lakini wanakufa ariko sibaogope. Il dit qu'ils n'ont pas peur des militaires malgré quelque chose, enfin des lourdes pertes qu'ils subissent de jour en jour, mais ils n'ont pas peur des militaires. Ils n'ont pas peur, pourquoi? Parce qu'ils sont drogués au chanvre? Ni sababu kanafuta bangi ndio sawa wasikie wa militaire woga. Ni sababu kanafuta bangi ni juu ile wasikie hawana woga wa askari. Wanasema walipatia dawa. Haba wakifika kuivita sibaye wanakimbia wanageuka nyuma. Ils disent c'est parce qu'ils ont eu le médicament qui leur dit que voilà, même si les militaires tiraient sur eux, ils ne savent pas plus, enfin, être atteints de balles. Voulez-vous lui demander s'il était menacé d'être tué s'il ne marchait pas avec les moulélistes? Balikuambia sema kama nakatala kwenda kupigana watakuua au watakufunga. Nani Marandora anasema kana tunakataa kuingia mwa hiyo chama yake, anasema natuhuha na watoto na babibi. Il nous a dit que si nous refusions d'aller les aider, ils vont nous tuer avec nos enfants et nos femmes. Et c'est pour ça qu'il a combattu les soldats pour ne pas être tué. Alors, leurs femmes ont... Oui. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de gens qui ont pris fuite, à prendre fuite en brousse, mais ceux qui n'étaient pas prêts, n'est-ce pas, ils étaient arrêtés et puis mis sur les camions pour aller combattre aux militaires. Est-ce qu'il sait, lui, exactement ce que c'est Pierre Moulélé? Qui est Pierre Moulélé? Et ce que c'est le moulélisme? Donc, unajua bale bakusema kabila kaniko bale ba mulelisi ba kweli asema banjo ba mulelisi ni ba wapi ba ni batu gani? Nisi bajwe arakini mukubabona na hapo tulikamatiwa ku Ruvungi. Iraona bajinesi ni bafurero. Il dit qu'il ne connaît pas les pires moulélistes, il les a vus seulement pour la première fois les 13. Donc, pour lui, les pires moulélistes sont des bafouleros. En fait, parmi vos prisonniers, il n'y a pas de vrais moulélistes. Enfin, en tout cas, personne n'avoue être mouléliste. Non, mais moi, je sais parce qu'ils ont peur de nous, ils ne savent pas avouer qu'il était mouléliste. Parce que s'il dit qu'il était mouléliste, eh bien, hein, il y aura... Qu'est-ce qu'on lui ferait alors? S'il dit je suis mouléliste, qu'est-ce que les soldats lui feraient? Comme il se trouve déjà, vous comprenez, le roi international, il est ramassé dans les combats, on ne sait plus le faire, on le garde comme un prisonnier. Non, on le garde comme un prisonnier, on le donne à manger, on le soigne bien. Oui, mais s'il avoue être mouléliste, est-ce qu'il passe devant les tribunaux ou bien on le fusille tout de suite? Non. S'il avoue qu'il était mouléliste, mais on ne sait pas le fusiller, vu qu'il se trouve déjà dans nos mains, on doit le passer devant la justice. Est-ce qu'il y a déjà des prisonniers qui ont avoué être moulélistes? Les prisonniers qui sont avoués être moulélistes, parce que moi je connais qu'ils ne veulent pas avouer, mais si on les ramasse par exemple dans l'action des combats, mais ce sont des moulélistes. À votre avis, est-ce qu'il y a de vrais moulélistes ici? Oui, enfin je peux dire qu'il y a 3 ou 4 moulélistes. Même s'ils nient, il y en a. Même s'ils nient, mais je connais que tous nient qui ne sont pas moulélistes, mais même s'ils sont des Rwandais, du fait qu'on les avait recrutés, les met dans les rangs des moulélistes, ils sont combattus, ils sont des moulélistes. Bon. Est-ce qu'ils ont peur des soldats en général? C'est ici oui. Devant nous. Ils ont peur de nous, enfin. Bon. Est-ce qu'ils ont peur de parler? Ils ont peur de parler. Il y a même quelques-uns qui essaient de se faire fous pour ne pas être interrogés. Ah. Est-ce que vous avez eu beaucoup de prisonniers moulélistes? Mais c'est tout ce que nous avons ici. Non, le restant est tué. Non, pas tué. Ah, au combat, je veux dire. Ah oui, au combat, évidemment. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le général Mobutu à Léopoldville. Les nouvelles sont mauvaises. Albertville vient d'être occupé par les moulélistes. La situation est sérieuse. Écoutons le général Mobutu. Dans ma tâche de commandant en chef, j'ai toujours fait ce que je pouvais pour sauver la situation. Et la date du 30 juin, qui est devenue une date fatidique pour certains, surtout en Europe, est pour moi une date comme une autre. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Malgré le départ des casques bleus. Malgré le départ de casques bleus, un exemple typique. Pendant mon absence, lorsque je me trouvais encore en Europe, il était fortement question que l'ONU aille donner un coup de main à nos troupes qui étaient en débandade, qui s'étaient mutinées
toujours selon la presse étrangère, au Kivu. Lorsque je me suis rendu sur place, je crois que vous étiez là, et pour le moment, on ne parle plus de cette présence des Nations Unies, des troupes des Nations Unies, pardon, au Kivu. Donc, ce sont les nôtres qui sont là. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation, un peu au début du côté des troupes, et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé, et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. J'étais avec eux, vous avez suivi le petit incident, l'opération, où j'ai failli y laisser ma peau. Et ça sera toujours ainsi, tant que je serai à mon poste. On parle beaucoup de la présence d'étrangers, notamment de Chinois, parmi les moulélistes, dans les rangs moulélistes. Est-ce exact? C'est tout à fait exact. Et si vous le permettez, je vais vous lire un rapport que je viens de recevoir à l'instant. D'après un témoin venant d'Ouvira par Uzumbura, le 16 juin, 2 civils vêtus à la mode chinoise et un Tchèque sont arrivés à Ouvira. Ils sont actuellement au QG des partisans à la SUCRAF. Après leur arrivée à la SUCRAF, les partisans ont commencé à organiser leur position défensive autour des bâtiments, c'est-à-dire ces messieurs creusent déjà des tranchées. Le 17 juin dernier, donc avant-hier, 4 autres Chinois en civil sont arrivés à Uzumbura. On s'attend à ce qu'ils soient envoyés à Ouvira sous peu. Le 17 juin, toujours, le Tchèque était en route pour faire sauter le pont de Luvungi, le même pont que les nôtres contrôlent. Lorsqu'il a vu que les troupes de l'ANC y étaient, il est retourné à la SUCRAF. On s'attend à ce qu'il mine le pont de Luvungi dans les prochains jours. Tous les Européens de la SUCRAF ont été évacués. Vous voyez d'ici, mon cher Raoul, que la situation devient de plus en plus sérieuse lorsque ces Tchèques et ces Chinois commencent à se mêler de nos petites affaires internes. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux tout de même pour votre offensive, pour votre opération militaire? Le fait qu'il y ait des techniciens capables de miner les ponts. Je sais. Nous aussi, de notre côté, sur le plan officiel et ouvertement, nous faisons venir aussi des techniciens. Si les rebelles ont les leurs, et si sur le plan officiel et d'une manière ouverte, nous devons aussi avoir les nôtres. Donc, c'est de la bagarre. Et vous pensez à la victoire? Moi, j'ai toujours été optimiste. Parce que la cause qu'on défend est juste et on vaincra. Est-ce que ce n'est pas une terrible responsabilité pour un général, un jeune général, de tout de même se lancer à l'attaque contre des jeunes gens, de faire tuer des jeunes gens, comme vous dites? C'est un cas de conscience, je le sais, je ne me suis jamais caché de cela. Caché, n'est-ce pas, de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Par tous les moyens, il faut sauver l'honneur de l'armée nationale. Et si j'ai été en première ligne, comme vous le savez, à partir de Bugarama jusqu'au Kamanyola avec mes hommes, c'était dans mon intention simplement ceci, prouver que la force reste du côté de l'ANC, pas du côté des rebelles. Est-ce que l'on peut compter a priori sur la force de l'ANC et sur la bonne marche de l'armée nationale congolaise? On a un peu trop exagéré sur cet aspect du problème. Lorsqu'il y a par-ci, par-là, quelques défaillances, on généralise. L'ANC s'est mutinée, l'ANC ne va pas faire grand-chose après le 30 juin parce qu'il y a eu des défaillances au nord Katanga ou bien dans un secteur bien déterminé. Mais l'ANC, c'est l'ensemble de l'armée, ce n'est pas une petite garnison avec une compagnie de gendarmes ou une compagnie d'un bataillon, c'est l'ensemble. Et on ne doit pas chaque fois exagérer, grossir, n'est-ce pas, les incidents en disant parfois que ça ne va pas avec l'ANC lorsqu'il s'agit d'une seule compagnie ou d'une seule section. Vous êtes content de votre armée nationale, général? Je suis content de cette armée parce que, d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive
Et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Mais on dit que vous êtes très optimiste, que c'est votre nature. Je suis de nature optimiste parce que je vois toujours la vie, n'est-ce pas? Je prends la vie du bon côté. Et en ce qui concerne mon armée, lorsque je dois me considérer comme un chef aimé et écouté par les troupes et les cadres, c'est déjà très important. L'exemple du Kivu est là. Vous l'avez vécu. Il n'y a pas donc de très graves problèmes pour vous? Les problèmes sont graves, il ne faut pas les minimiser. Mais il ne faut pas non plus se décourager ou se laisser faire. Le jour où nos dirigeants politiques se mettront d'accord pour faire de ce pays un grand pays, moi je crois sincèrement que je serai moi aussi en mesure de faire de l'armée nationale congolaise une armée vraiment digne de ce nom au cœur de l'Afrique.